J'aimerais demander à cette dame qui a ce sourire incroyable et Chantal Maignan de nous dire un peu, elle qui enseigne à nos jeunes têtes blondes aux Antilles les humanités, nous dire un peu quel est son regard sur l'histoire. Marie-Jo a dit quelque chose de très joli parce que je trouve ça extrêmement précis sur ce qui nous préoccupe. Nous avons pour l'instant une prise en charge passionnelle et certaines fois compassionnelle de notre histoire. Et que ce soit un objet qu'on touche ensemble, de la même manière, qu'on puisse se dire, bon ben voilà, nous sommes ensemble, nous avons une histoire commune, valorisons-la, servons-nous comme levier de cette histoire, parce que nous sommes le creuset du monde de demain. C'est un peu romantique, mais ça a du sens. Qu'est-ce que vous pensez de cette problématique? Enfin, pour moi, je n'aborde jamais avec mes étudiants, mes chères têtes blondes, l'histoire. C'est une expression consacrée. L'histoire de manière angélique. Parce que je crois que les événements de février ont rendu les choses extrêmement graves. Et je crois que le moment de vérité est arrivé. Et qu'il faut dire les choses de manière dépassionnée, pacifiée, mais il faut les dire quand même. La problématique qui se pose pour la plupart des Antillais d'aujourd'hui, c'est est-ce que le passé a cessé d'être le passé? Et si le passé n'a pas cessé d'être le passé, comment pouvoir penser construire le présent? Je crois que nous aspirons tous ici à construire un présent. Tu le dis, à construire une nouvelle histoire ensemble. Mais il faut s'interroger sur la persistance du passé dans les relations qui gèrent la société créole, les sociétés créoles. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de certain nombre de vérités qui ne font pas plaisir à tout le monde, mais qu'il faut exprimer. Est-ce que les communautés ont cessé de fonctionner comme elles ont fonctionné dans le passé? Il faut qu'on se pose les questions. Et quand je dis ça, je n'agresse personne. Je crois qu'il faut rentrer dans la vérité. Si aujourd'hui nous avions en Martinique encore, malgré le développement économique que vous avez souligné depuis la départementalisation, des poussées éruptives, c'est que le progrès technologique ou le progrès des infrastructures ne suffit pas à satisfaire les besoins d'une population en mal d'identité. Il ne faut donc pas faire l'économie de cette vérité-là. Donc, est-ce que les communautés ont cessé de fonctionner de manière, comme elles le faisaient au XVIIIe siècle, c'est-à-dire en s'enfermant et en se protégeant et en protégeant leurs intérêts? Bien, je dis non. Et je dis que toute la Martinique et certainement l'ensemble des Antilles françaises est affectée de ce regard de l'étranger qu'ils posent sur eux-mêmes. Et quand je dis ça, je ne pointe pas plus la communauté béquée que le groupe des grands mulâtres ou que le groupe des nègres qui ont réussi. Donc je ne pointe pas une communauté biologique et je pointe encore moins une communauté socio-économique. Je crois qu'il faut se poser des questions sur avons-nous cherché à développer de manière équitable une société dans son ensemble. Et c'est pour ça que l'histoire, pour moi, ce sera ma dernière phrase avant de vous redonner la parole, l'histoire des Antilles-Guyane est un formidable défi à la démocratie. Elle interroge la République française et c'est en ça qu'elle est exemplaire et intéressante. Et à la démocratie économique notamment, nous en parlerons. Juste un dernier mot tout de même, vous êtes une spécialiste, puisque c'est votre thèse de doctorat du métissage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2009, que la société antillaise, notamment telle que la décrivait Fanon, repose toujours sur un socle, le socle du, j'ai envie de dire, du complexe de couleurs, j'ai envie de dire blanc, nègre, milade, chabin, etc. Est-ce que c'est toujours une espèce de filtre à travers passe la qualité de nos relations? Mais nous savons tous ici que la société fonctionne encore en 2009 sur ces catégories raciales qui ont été, vous le savez, codifiées par Moreau de Saint-Méry. Nous le savons qu'elles fonctionnent encore comme ça. Et nous savons que nous ne sommes pas encore libérés, y compris à l'intérieur de la communauté nègre, de cette différenciation coloriste. Et il faut l'affronter avec courage. Évidemment, il est facile de dire qu'on se cogne la tête, n'est-ce pas, sur le sol métropolitain et que la couleur parle avant nous et qu'elle parle pour nous. Mais c'est une réalité à l'intérieur même de notre groupe. Elle parle encore aussi avant nous et pour nous. Donc, il faut se poser ce problème-là et dire que c'est de manière volontaire qu'on va dépasser ça. On ne va pas le dépasser de manière naturelle et spontanée, parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'on nous a inculqué pendant des années et des années une classification qui est basée sur la couleur de la peau. Donc, c'est de manière volontaire. On décide volontairement, c'est militant cet acte-là, de cesser d'être raciste à tous les degrés de colorisation de l'épiderme. Ça veut dire, Frédéric Réjean, que vous, l'historien, que le mot de Fanon, selon lequel, dans les sociétés
coloniale ou post-coloniale telle que la nôtre, l'essentiel du point de vue philosophique, la richesse, la beauté, l'intelligence, apparaît sous un masque blanc? Je ne sais pas si elle apparaît sous un masque blanc, mais ce qui est évident, c'est qu'elle est encore refusée. La reconnaissance de cette intelligence-là est encore refusée de manière spontanée à ceux qui ont un épiderme noir. On s'interroge toujours sur la capacité à ne pas être anxiogène. Hein, je crois que c'est ce que tu as dit. Voilà, exactement. Et je crois que c'est vrai. Mais ça, on ne pourra pas dépasser cet écueil si on n'a pas une attitude volontaire. Et c'est une politique de dépassement du préjugé de couleur. Et ça ne va pas être spontané, ça va être long, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on en soit conscient. Est-ce qu'on en est sur le chemin? Est-ce qu'on est sur le chemin? Je crois qu'on est sur le chemin, puisqu'aujourd'hui, dans une table ronde, on peut dire, alors qu'il y a la presse et qu'il y a quand même beaucoup de gens de toutes les communautés, on peut dire les choses librement, sans que les béquets se sentent agressés par ce que je dis, sans que les mulattes se sentent agressés, et sans que les nègres qui ont réussi se sentent aussi stigmatisés, parce que je dis qu'il va falloir aborder le problème du développement du pays, à la fois sur la résolution de l'identité, mais aussi sur la question du développement économique basé sur l'équité. Donc si on peut le dire aujourd'hui, c'est qu'on a avancé. Il y a 10 ans, on ne le disait pas, parce qu'on avait peur d'être mal compris ou de ne pas être entendu. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ça peut être formulé. Maintenant, il y a des possibilités, il y a des solutions qui peuvent être proposées. J'espère qu'on aura le temps de les aborder. Mais j'espère aussi... C'est bien que vous applaudissiez parce qu'il y a des paroles qui font plaisir. Hein, parce qu'elles nous mettent face à nous-mêmes. Elle nous lance des défis parce qu'il n'y a aucune raison que moi, en tant que nègre, je ne puisse pas aller embrasser mon ami José sans qu'on me dise, quand j'étais rédacteur en chef à Martinique, au Café Grand Tébéké. C'est scandaleux. Mais ça repose quand même sur une réalité qui est la nôtre. Bah oui, dis-moi ça. Hein. C'est une réalité qui est la nôtre et donc qu'il faut dépasser. Et vous avez raison, nous sommes certainement sur le chemin de cela et appelons ça de nos voeux parce que la seule chose qui compte, c'est la manière dont un homme marche droit. Chantal. Oui, je vais faire très court. Je ne crois pas que les Antillais doivent savoir de manière impérative ou arbitraire qu'ils sont européens. D'ailleurs, je crois qu'ils sont tout à fait conscients qu'ils sont des Français des Amériques et qu'ils proposent une autre perspective, une autre façon de penser le monde à l'Europe et que celle-ci a intérêt à être attentive à ce qu'ils ont à dire. Et je crois qu'aujourd'hui, la question, et je reviens au sujet central, hein, c'est l'intérêt de l'histoire des Antilles dans une vision globale du monde. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette vision globale. Il est temps d'avoir une vision globale. Nous ne sommes pas une communauté à l'extérieur de l'humanité. Sur un petit nuage. Nous sommes partie intégrante de l'humanité et nous apportons à la progression de cette humanité, à sa transformation, parce qu'elle se transforme en permanence depuis Homo sapiens. Ce que je veux dire, hein, c'est que nous avons le droit de proposer justement à la société, à l'économie de marché, parce que la crise était à la base effectivement économique, mais qu'elle nous a très rapidement entraînés dans la sphère de l'identité, parce qu'il est impossible, dans aucun pays, et quelle que soit la couleur de la peau des gens, de faire de l'économie en mettant de côté le fait qu'on est d'abord un sujet avant d'être un agent économique. Et ça, je crois l'avoir déjà discuté avec certains acteurs économiques qui sont assis dans la salle. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans l'économie de marché, on peut imposer le principe de l'équité. Parce que l'égalité, effectivement, républicaine reste une proposition morale, théorique. Liberté, égalité, fraternité. C'est très beau, mais c'est terriblement théorique. Ce que la population des Antilles demande aujourd'hui, c'est de faire entrer dans le développement économique le principe de l'équité. Ça veut dire que la société tout entière progresse selon ses choix et ses valeurs. Il y a des gens qui préfèrent glander parce que ça leur plaît. Il y a des gens qui ont envie de travailler 24 heures sur 24 parce que ça leur plaît et c'est leur droit et ça se respecte. Mais que globalement, un pays se développe en progressant, en respectant le principe de l'équité. Et c'est ce que pose justement le mouvement de février. Et nous ne devons pas être sourds à cette demande, sinon nous allons rater un rendez-vous historique avec nous-mêmes. Ce rendez-vous-là nous impose donc impose aux acteurs économiques, les patrons, quelle que soit la communauté à laquelle ils appartiennent, à mettre en place un autre système de relations avec ceux qu'ils ont en face d'eux. Et donc, la fracture sociale ainsi pourra diminuer et le climat social pourra s'apaiser. Tant qu'on n'aura pas dans l'idée de faire de l'économie sur la prise en compte de l'identité, donc de la demande d'équité, on va passer à côté du rendez-vous.